Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine du dimanche, La Totale sur ITV, et voici le sommaire. Le scepticisme sur les vaccins prospère au Sénégal. On en parle donc confraternellement. L'année tire à sa fin et le nombre de personnes vaccinées sur l'ensemble du territoire n'a pas encore atteint les 1,5 million sur une population de 17 millions d'habitants. Les Sénégalais nourrissent encore des doutes et des craintes sur les vaccins actuels alors que de nouveaux variants du Covid-19 continuent d'apparaître. Éco pose le débat sur les énergies fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz, des ressources devenues les premières sources d'énergie de l'économie. En d'autres termes, elles ont assuré la prospérité du monde en même temps qu'elles constituent de nos jours une véritable source d'inquiétude en raison de leur nocivité. Nous le verrons avec Mamadou Ndiaye et son invité. Contrairement à l'année dernière, les activités culturelles étaient suspendues en raison de la crise sanitaire. Cette fin d'année se déconfine, plusieurs spectacles en vue au grand bonheur des acteurs et leur public. Et Boubacar Dian nous donnera un avant-goût dans Bouillon Culture. Tranche de vie aussi, semée aux couleurs des fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An. Le casse-tête des parents, la vente de jouets marche très bien en cette période de forte demande. Nous irons faire le marché pour justement découvrir les cadeaux en vogue cette année. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Dans les centres de santé, personne ne se bouscule pour prendre le vaccin contre le Covid-19 et ce n'est pas un schéma nouveau au Sénégal. Cette réticence date pratiquement de février dernier, démarrage officiel de la campagne nationale de vaccination. Sur une population de 17 millions d'habitants, moins de 2 millions ont pris leur dose. Un gros écart nourri par des doutes et des préjugés. Aïssatou Kane s'est justement intéressé à la question. Sinopharm, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, un choix multiple de vaccins anti-Covid qui ne sont plus preneurs. Ni le centre de santé Nabil Choucair, ni SAMU, ni Philippe Maguilène Senghor, aucune structure sanitaire n'a souhaité nous faire un point de la situation. Cependant, un major a bien voulu nous confier que les candidats à la vaccination se font désirer. Dans les locaux du programme élargi de vaccination, le mois de décembre a enregistré le plus faible taux de vaccination. Depuis la fin de la troisième vague, on a vu quand même une diminution nette des activités de vaccination. Et actuellement, les activités sont au niveau le plus bas de leur déroulement, d'autant plus qu'au mois de décembre, on a enregistré le plus faible taux de vaccination par rapport au mois précédent. Actuellement, c'est la situation un peu partout au Sénégal. C'est vraiment la léthargie au niveau des unités de vaccination. Donc, comme vous venez de le dire, les populations sénégalaises actuellement se font désirer au niveau des centres de vaccination, alors que les vaccins sont effectivement disponibles partout. Le plus souvent, c'est juste les voyageurs sortants à qui on demande le pass sanitaire qui viennent se faire vacciner. Sinon, pour la population générale, actuellement, la demande est très faible. Malgré la détection de cas du variant Omicron, le relâchement est constant. Les activités sont rythmées en fonction des vagues. Chaque fois qu'on a une nouvelle vague, on voit que les activités de vaccination augmentent. Donc les gens ils vont se faire vacciner quand ils ont peur. Quand la peur disparaît, maintenant, ils ne voient pas la nécessité de se vacciner. Les derniers jours-là, on vaccine, comme vous le voyez dans le communiqué, au maximum 1000 personnes par jour. Donc ça tourne autour de 1000 personnes. Alors que dans les périodes de forte affluence, on vaccinait pratiquement, surtout lors de la troisième vague, aux environs de 20 000 personnes par jour. Donc vous voyez qu'actuellement, parfois il y a des jours où on a moins de 1000 personnes qui se font vacciner. Le docteur exhorte la population à veiller à se faire vacciner. Le jeudi 23 décembre 2021, seules 1508 personnes ont répondu à l'appel sur l'ensemble du territoire national. C'est qu'en fait la Covid est encore là. Pour preuve, donc actuellement vous voyez que la France a battu le record de contamination hier, depuis le début de la pandémie. Donc avec les vacances et tout ça, donc c'est des choses qui vont quand même arriver ici. Donc il faut s'attendre à ce que les cas
augmente encore. Et donc pour nous prémunir de ça, je pense que le moyen qu'on a, c'est de se faire vacciner. Et normalement, c'est en période d'accalmie même qu'on doit profiter pour vacciner le maximum de personnes pour éviter qu'il y ait une vague. Au 23 décembre, 1 348 279 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19. Les points de vaccination pour désengorger les centres de santé ont tous été mis aux arrêts pour cause la réticence de beaucoup au vaccin contre la Covid-19. Merci beaucoup Aïssatou Kane pour ce reportage. Notre invité ce soir, donc confraternellement, Eugène Kali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, chef de service santé et environnement au quotidien national Le Soleil. Alors on l'a dit tout à l'heure, la campagne nationale de vaccination a officiellement démarré en février dernier et l'année tire à sa fin. Et nous n'avons toujours pas atteint la barre des 2 millions de vaccinés. Je rappelle aussi que le chiffre actuel fait état d'un peu plus d'1 349 000 personnes vaccinées sur l'ensemble du territoire national. Alors, quelle analyse faites-vous de ces chiffres, Eugène? Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui regardent notre télévision. En fait, c'est compliqué, c'est pas compliqué. Le Sénégal, à l'instar des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, a eu des hauts et des bas en ce qui concerne la vaccination. Le Sénégal a lancé sa campagne de vaccination le 23 février 2021. Il y avait un engouement autour du vaccin. Le ministère de la Santé a commencé d'abord par une cible, c'est-à-dire vacciner les personnes âgées, vacciner les agents de santé et puis vacciner les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui ont des comorbidités. Voilà, qui souffrent avec des maladies chroniques. Après, il y avait certaines personnes qui ne croyaient pas à la vaccination. Donc la politique du ministère de la Santé, c'est qu'il faut vacciner les leaders politiques, les leaders d'opinion. C'est ainsi qu'on a invité, le ministère de la Santé a été le premier à être vacciné. Il y a eu le ministre des Affaires étrangères qui a pris sa dose. Il y a eu l'ancien Premier ministre qui a pris sa dose. Quelques jours après, c'est le président de la République qui a pris sa dose. Après ça, ça a enclenché la vaccination. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient se vacciner en même temps que les autres. Après, il y a eu rupture de vaccination. Quelque temps après, on a eu AstraZeneca. La campagne a commencé. Mais, à un moment donné, les préjugés ont pris le pas sur la vaccination. Et depuis le départ aussi. Hein. Oui, et les gens ont commencé à douter. Et d'autres se disent, bon, comment on peut fabriquer un vaccin en moins d'1 an? Alors que pour le sida, les gens ont mis plus de, c'est pas des dizaines d'années pour fabriquer ça. Le doute est là, les gens ont commencé à douter petit à petit. Mais avec l'arrivée de la troisième vague, à partir du mois de juin à août, il y avait eu tellement de cas, tellement de décès, la vaccination est revenue en force. Les gens se ruaient vers les points de vaccination. À la baisse de la troisième vague, les gens ont rejeté la vaccination. C'est ça aujourd'hui la situation. C'est ce qui fait que le Sénégal n'arrive pas à atteindre les 2 millions de vaccinés. Mais le Sénégal a fait mieux que les autres pays qui sont... Et ça va bientôt faire 1 an quand même. Oui, un an. Il faut que le ministère de la Santé et de l'Action sociale poursuive sa campagne de communication. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous pensez que le ministère de la Santé a réellement bien communiqué sur les vaccins? Au début, le ministère a communiqué, mais à force de communiquer, trop de communication, ça tue la communication. À un moment donné, le ministère, j'ai l'impression qu'ils ont perdu le fil de la communication. Ils se cherchaient. Parce qu'il y avait tellement de préjugés, le ministère de la Santé ne se retrouvait plus. Il ne pouvait pas mener son plan de communication. Tout récemment, le ministère est obligé de mettre en place ce qu'on appelle des plans de relance de communication. Il est demandé à chaque district sanitaire de mettre en place un plan de communication selon la politique locale. C'est-à-dire, si vous êtes en Casamance, par exemple, vous menez une campagne politique en utilisant les langues nationales, le Diola, le Manding, le Peul, entre autres, pour faire passer le message. C'est ce que le ministère a décidé dernièrement de faire. Les plans ont été élaborés, validés, mais maintenant, ça attend le financement pour poursuivre la troisième phase de la communication du ministère en ce qui concerne la vaccination. Donc il fallait le faire depuis le début, c'est ça? Non, je ne pense pas. En fait, c'était dans chaque étape, il y a un plan de communication. Et au fur et à mesure, il faut changer, il faut évoluer pour avancer un peu dans la communication. C'est ce que le ministère a fait. Mais, vous savez, la vaccination, ce n'est pas seulement la Covid, même pour d'autres vaccinations, poliomyélite, tétanos et tout ça, il y a toujours des gens qui sont contre la vaccination. Oui, mais et ces gens-là, ils essaient toujours de mettre
les points, c'est-à-dire essayer de prendre là-dessus sur la communication. Aujourd'hui, pour la COVID-19, beaucoup de gens ont refusé de se faire vacciner parce qu'ils reçoivent des messages qui viennent des étrangers, de parents qui sont en France, en Europe et autres, ceux qui lui disent que il y a beaucoup de fausses informations. Voilà, il y a aussi. beaucoup de fake news, comme on dit, beaucoup de fausses informations. Bon, le ministère de la Santé a une grande cellule de communication, des services de communication. Il n'a qu'à continuer à se battre pour convaincre les Sénégalais à se faire vacciner. Parce que ce n'est pas normal que l'État achète des vaccins, que les gens refusent de se vacciner et que les vaccins soient jetés à la poubelle. Oui, on va y arriver tout à l'heure d'ailleurs. Il y a eu l'alerte sur le nouveau variant Omicron qui se propage rapidement aussi. Et pour le moment, le Sénégal n'a signalé que 3 cas. Est-ce qu'on peut vraiment affirmer que cette nouvelle donne a fait effet ou écho chez nous au Sénégal? Bon, le dernier entretien que j'ai eu avec le directeur de la prévention, qu'est-ce qu'il m'a dit? Scientifiquement, il ne peut pas prouver que la hausse des cas de ces dernières semaines est due au variant Omicron. Il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des éléments scientifiques qui le prouvent. Il n'y a pas encore de données, oui. Non, il n'y a pas encore de données. Il n'y a pas encore de données. Mais ce qu'on constate, c'est que les cas augmentent. Non seulement les cas augmentent, mais on a de plus en plus de cas importés. Alors qu'à un moment donné, il n'y avait pas de cas importés. Maintenant, les cas importés, est-ce que c'est le variant Omicron? Personne ne peut répondre à la question. Mais il faut aussi tenir compte que c'est dans un contexte d'apparition d'un nouveau variant aussi. Oui, c'est ça. Et on suit ce qui se passe à l'extérieur. Oui, il y a le nouveau variant, mais il y a aussi le climat, la fraîcheur. La deuxième vague au Sénégal a débuté au mois de décembre. Je me rappelle bien, c'était au mois de décembre. Et au fur et à mesure, on a eu beaucoup de cas parce qu'il y a la fraîcheur. Les gens ne respectent pas les mesures barrières. Il y a les fêtes de Noël, les fêtes de Nouvel An. Toutes ces conséquences font que les cas vont augmenter dans les prochains jours. Mais après, si les gens continuent à se protéger, si ceux qui ne sont pas encore vaccinés se vaccinent, je pense que les choses vont baisser, quoi. Aujourd'hui, il faut une communication positive pour aider le Sénégal à s'en sortir de cette pandémie. Ouais. Vous êtes journaliste spécialisé justement dans les questions de santé et environnement. Est-ce que vous avez l'impression que les Sénégalais prennent au sérieux ce nouveau variant? Je l'ai dit tout à l'heure, Omicron, on entend ce qui se passe dans les autres pays, comment ça se propage de manière très rapide. Est-ce que vous pensez que c'est pris au sérieux chez nous? Non, sincèrement. Ce que je vois ce dernier jour, sincèrement, les Sénégalais ne prennent plus au sérieux la COVID-19. Il faut dire la vérité. Parce que quand vous voulez même convaincre les gens que le virus est encore là, ils donnent souvent l'exemple des autorités. Ils disent que le ministre de la Santé, j'ai rien contre lui, c'est un candidat à la mairie de Dakar. Il a récemment fait un meeting d'investiture. Parfois, il fait des meetings, il y a une foule autour de lui, certains ne portent pas le masque, il n'y a personne pour sensibiliser sur le port de masque. Quand vous rencontrez un Sénégalais lambda, vous demandez de porter le masque, et il rejette le masque. Et tant que les gens ne respectent pas les mesures barrières, tant qu'il n'y a pas une communication, je ne sais pas si ce sera une nouvelle communication pour dire aux gens, attention, il y a un nouveau variant qui est venu et ça risque de faire mal, il faut porter vos masques, il faut. Je pense que la situation va continuer les cas vont augmenter. Bon, peut-être il faut prier le bon Dieu que ça redescende. Donc le relâchement dont on parle du côté de la population, on peut aussi en dire autant du côté de nos autorités. De nos autorités. Personne, que ce soit les autorités, que ce soit les Sénégalais, les lambda, personne ne respecte aujourd'hui les mesures barrières dans ce pays. Personne. À un moment donné, vous entrez dans une institution. Moi, j'ai l'habitude d'entrer au ministère de la Santé, mais vous voyez, les gens ne portent pas le masque. Ah oui, si au ministère de la Santé, les gens ne portent pas le masque, mais qui va porter le masque dans ce pays? C'est bizarre, quoi. Je pense que, bon, avec l'augmentation de cas, peut-être ils vont encore sortir, amener des spécialistes devant communiquer davantage sur ce fléau, quoi. Mais je pense que le ministère n'a plus d'arguments. C'est-à-dire que les gens n'ont plus d'arguments pour convaincre les Sénégalais sur l'existence d'abord de cette maladie et la protection. C'est ça aujourd'hui le défaut. C'est ça qui fait que la vaccination pétine. Parce que les gens ils disent que, bon, regardez autour de vous, ceux qui portent le masque et ceux qui ne portent pas. Les gens ils doutent même, ils se disent même, est-ce que le vaccin que
que le ministère a pris, est-ce que c'est le vrai? C'est-à-dire, on te pose quand vous faites un reportage sur le terrain, Oui. vous vous rencontrez que c'est difficile. Oui, ils sont C'est pleins de difficile. doutes. Oui, c'est difficile. Il y a trop de doutes autour du vaccin. Oui. Et l'autre problème, il y a aussi des doses de vaccins qui sont expirées. On parle aussi de sérums qui vont également attendre leur date de péremption à la fin de ce mois de décembre. Et on a vu récemment, lorsqu'on parlait des 3 cas d'Omicron, le ministère a également appelé à la vaccination. À côté, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un autre problème. Les doses de vaccins sont arrivées à expiration Oui, aussi. aujourd'hui, lorsque je faisais le rétro santé 2021, on a constaté qu'il y a à peu près 5 000 déjà doses de vaccins qui sont périmées. Sur les 5 millions que l'État du Sénégal a achetés, 5 sont périmés. D'autres sont jetés parce qu'ils ne trouvent pas de candidats, il n'y a pas de preneurs. Vous allez par exemple à Diourbel, les gens ne se vaccinent pas. On vous donne 300 doses, on répartit 200, même les 100 doses qui restent, ça ne trouve pas de preneurs. Il y a un problème, les gens ne se vaccinent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Sincèrement, mais il faudrait aussi que le Sénégal soit à jour par rapport aux autres pays de la sous-région et même sur le plan international, même si les situations ne sont pas les mêmes. Moi, je pense que ce que le Sénégal fait actuellement, ce que le gouvernement peut faire, le gouvernement est en train de le faire. C'est d'acheter les vaccins et les mettre à la disposition de la population. Le gouvernement est en train de le faire. Parce qu'il y a même des doses qui ont été décommandées parce que les gens ne veulent pas que les doses arrivent et que ça soit périmé et jeté. Mais ce n'est pas du côté du gouvernement. Le problème se situe au niveau de la population elle-même. Ce sont les Sénégalais qui ne veulent pas se faire vacciner. Ils ne croient pas à la vaccination. Certaines, autant pour moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça risque d'être compliqué. Bon, il faut continuer la communication. Je pense qu'avec les plans de relance du ministère de la Santé, les choses vont bouger. Si on communique dans différentes langues, si une autorité, peut-être le président de la République lui-même peut communiquer, dire aux Sénégalais, attention, on fait face à un nouveau variant, ça risque de chauffer dans les prochains jours. On risque d'avoir des centaines et des centaines de cas parce que le week-end de Noël, on est passé de 46 cas le 24, 50 le 25 et 56 le 26. Vous voyez, ça monte. Alors que la semaine dernière, on était entre 6 cas d'abord, puis 11, puis 20, puis 33. Aujourd'hui, on est à 56. Donc, les cas ne cessent d'augmenter. Il n'y a pas de baisse. Mais ça, ils vont augmenter encore. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement avec la fraîcheur? Il faut porter le masque, se laver les mains toutes les 30 minutes. Et puis, la distanciation physique, ça ne sera pas facile, quoi, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire à un Sénégalais de laisser un espace de 1,5 mètre à un autre. Ce n'est pas possible. Quoi. Je pense que ça, il ne faut plus en parler. C'est caduque, cette façon de communiquer de 1,5 km. Oui. C'est caduque. Il faut insister sur le port de masque et la vaccination. Est-ce que cette situation gêne, cette situation de réticence des populations par rapport au vaccin pourrait impacter sur l'idée qui a été émise il y a quelques mois, l'Institut Pasteur de Dakar qui devait ou qui doit fabriquer un vaccin? Il pourrait y avoir un impact sur ça? Non, pas sur du ce tout, projet? Pas du tout. Pas du tout. L'Institut Pasteur doit commencer à fabriquer ses vaccins l'année prochaine, en 2022. Je ne pense pas, parce que ce que l'Institut Pasteur va fabriquer, ça sera pour le Sénégal et pour les pays de la sous-région. Même si les Sénégalais ne veulent pas, on peut donner aux pays d'à côté. Le Mali a besoin des vaccins, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Côte d'Ivoire. L'Institut Pasteur ne travaille pas seulement pour le Sénégal, mais l'Institut Pasteur travaille pour toute l'Afrique. Oui. Merci beaucoup Eugène Kali, journaliste chef du service santé et environnement au quotidien national Le Soleil. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. On enchaîne tout de suite avec Coin Éco. Ok. Et l'on revient sur le sommet du bassin sédimentaire de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Guinée-Conakry qui s'est ouvert à Dakar la semaine dernière. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall a réitéré son plaidoyer pour le maintien du financement des énergies fossiles. Il s'agit là de ressources au poids économique inestimable, surtout avec l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz. Abdelrahmani et Barroso ont justement recueilli les avis de 2 experts. Regardez. Le président Macky Sall l'a très vite compris. C'est d'ailleurs ce qui explique sa fermeté selon l'expert consultant en intelligence économique. Et si on y prend garde, aux côtés des injustices que l'Afrique vit depuis la nuit des temps, vont s'ajouter cette injustice climatique,
ce nouveau discours sur la lutte contre les énergies fossiles, qui va totalement anéantir nos efforts de développement. Alors c'est un combat que nous devons mener et que nous devons gagner. Nous ne pourrons pas accepter qu'on dise que l'Afrique ne peut pas et doit cesser d'exploiter ces énergies fossiles. Ce n'est pas possible. Une déclaration qui fait dire à Ahmad Soumaré que les pays du Sud, riches de ressources fossiles, sont désormais en possession de la bonne information. Celle-ci leur permettant d'exploiter ces produits sans avoir recours aux pays du Nord, des pays qui vont alors mettre en place une stratégie contre le développement de ces nouveaux pays pétroliers et gaziers, selon l'ancien agent de la Banque mondiale. À mon avis, il a compris tout ce cheminement de blocage par différentes méthodes que l'Occident, quand je dis l'Occident, c'est les pays du Nord, c'est les pays riches font pour bloquer notre développement. Et donc à partir de là, il donne son accord, donc vraiment de cette souveraineté économique pour le développement des pays du Sud, de prendre leur destin en main, parce que même s'ils exploitent ces ressources fossiles, ils ne représentent absolument rien de la pollution des taux d'ozone dont on parle. Une bataille économique comprise par Macky Sall qui, aux yeux d'Ahmad Soumaré, ne veut pas se laisser distraire. Un pays qui regorge d'un important stock de ressources fossiles dont le poids économique est presque inestimable, poursuit-il. On voit aujourd'hui, donc dès 2023, les exploitations vont commencer. Et ce que ça va nous rapporter, c'est des milliers et des milliers donc de milliards de dollars donc de income. Mais donc ces milliers et milliers de dollars, il est certain que le Sénégal ne gagne pas tout. Il y a tous les intermédiaires, les sociétés, ce qu'ils gagnent. Mais nous, ce qu'on y gagne déjà, ça nous ferait donc énormément. Donc de voir même pousser notre budget aujourd'hui à le doubler ou à le tripler. Donc c'est énorme en prévision. Parlant de prévision, Ahmad Soumaré est convaincu que le Sénégal peut atteindre l'autonomie en énergie à près de 31% sur les énergies renouvelables avant l'exploitation du pétrole et du gaz. Il reste optimiste quant à la suite des événements au vu de la démarche entreprise par le Sénégal dans la perspective de l'exploitation prochaine de ses ressources. Je pense que le Sénégal, sur toute la sous-région, donc, est le pays au niveau de ces négociations, au niveau des mises en place pour le financement et tout ça, est le pays le plus donc, averti dans ce domaine. La preuve, beaucoup de pays, anciens pays pétroliers, comme le Ghana ou le Nigeria, ils viennent même s'inspirer sur l'aspect du financement de ces ressources. Parce que le problème, ce n'est pas d'avoir des ressources, le problème, c'est le financement qui est difficile à trouver. De ce côté-là, je pense qu'on est bien parti pour pouvoir donc, avoir une pratique gagnant-gagnant au niveau de nos ressources que les autres pays qui ont développé en Afrique leur pétrole jusqu'à présent n'ont pas eu. Les énergies fossiles, principale cause des émissions de gaz à effet de serre, provoquant ainsi le réchauffement climatique. Si rien n'est fait pour les réduire, la destruction de l'environnement n'est plus loin. L'essentiel des conclusions des conférences sur le climat depuis 1972 n'est pas Ahmad Soumaré. Ces conclusions ne doivent en aucun cas concerner les pays du Sud. Merci Abdelrahmani qui a réalisé ce sujet sur les énergies fossiles. Plus de détails, c'est tout de suite avec Mamadou Ndiaye, avec son invité. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Adama. Et vous recevez ce soir Mohamed Sek. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Sahel Distribution. Vous êtes aussi spécialisé en distribution de produits pétroliers. C'est bien cela. Et c'est à vous. Voilà, notre ami docteur Mohamed Sek est très qualifié justement pour parler de ces questions puisqu'il est en amont et en aval pétrolier. Hein. Et depuis le temps qu'on parle justement du pétrole au Sénégal, voilà soudain que surgit un débat sur la nocivité justement des hydrocarbures, notamment des énergies fossiles. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce soudain débat qui arrive au moment où nous avons espoir que nos hydrocarbures vont quand même nous permettre de souffler un peu? Merci Mamadou, merci de m'avoir invité. D'abord, je vais parler de ces préoccupations environnementalistes qui ont vu le jour aux États-Unis à la fin des années 60, oui, avec le mouvement de Ralph Nader. Et puis c'est venu en Europe dans les années 1970. Donc je dis à la fin des 30 glorieuses, je dis après la période de prospérité, après la Seconde Guerre mondiale.
En fait, ce qui s'est passé, après le premier choc pétrolier, il y a eu le premier choc pétrolier en octobre 1973. Oui. Les pays de l'OPEP, l'organisation de l'OPEP, ils ont utilisé leur pouvoir, c'est-à-dire ils ont multiplié en une année le prix du baril de pétrole par 4. C'est extraordinaire. Ils ont refait la même chose lors du deuxième choc pétrolier en 1979. Alors là, les Européens devaient apporter la riposte. Donc en quoi faisant, ils ont pensé dans le long terme à ces énergies renouvelables. Et du coup, ils ont mis en balle, ils ont activé les réseaux écologiques et pour faire face, pour dénigrer, je veux dire, tout ce qui est pétrole et dérivés. Et ne pas oublier que ces produits fossiles viennent des pays en développement. Voilà comment il faut comprendre cette affaire-là. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, on n'a pas eu la reconnaissance du ventre? Parce que quand même, on a bénéficié donc de ces énergies. Elles ont assuré une certaine prospérité. À la limite même, on pensait peut-être que maintenant, on est dans une sorte de nirvana. Et voilà que soudain, on commence maintenant à attaquer les énergies fossiles. Est-ce que cette côte d'amour est en train de battre de l'aile? Alors, cette côte d'amour, je dirais, il n'y a plus de côte d'amour. N'est-ce pas? Je veux dire, parce que le but du jeu, le mot d'ordre, c'est de discréditer, mais totalement, les énergies fossiles, jusqu'à épuisement total. C'est malheureux, comme on dit dans le jargon, ils ont bénéficié de ces énergies fossiles. Ces énergies fossiles ont aidé l'Europe, l'Occident à se développer. Mais pourquoi arrêter ça au moment où nous, on vient de découvrir? Donc pour dire, revenir, la côte d'amour est finie. Je veux dire ça, les Occidentaux ne nous laisseront plus et ne croient plus en cela. Alors j'inverse la question. S'ils étaient détenteurs de ces ressources, ont-ils eu justement cette hostilité vis-à-vis des énergies fossiles? Je dirais non, naturellement, parce qu'encore une fois, c'est à cause des énergies fossiles que l'Europe, l'Occident s'est développé. Donc voilà, quoi, il n'aurait jamais dû avoir cette position si on était il y a 40 ans, il y a 50 ans de cela. Donc et là, justement, par rapport à cela, si on devait arrêter les financements de ces énergies fossiles-là, quelles pourraient être les conséquences, les impacts sur le continent africain notamment? Alors oui, c'est vrai que la question est agitée en ce moment-là. Oui. Mais moi, je suis optimiste qu'ils ont fait des déclarations, des pays européens, pour dire qu'ils vont arrêter le financement de cela. De prime abord, cette information nous a glacé tous, je veux dire tous les intervenants, tous les acteurs. Mais moi, je veux dire une chose. Ces pays développés, tant que c'est eux qui auront avec les leviers de développement, c'est-à-dire les capitaux et les finances, ils vont tout contrôler. Mais par contre, il faut savoir une chose, mais ces capitaux ont besoin d'être investis. C'est ça. Et il faut qu'ils les investissent. Aujourd'hui, les énergies fossiles, ces pays-là, c'est vraiment un bon créneau d'investissement. Et puis en dehors de cela, mais on a encore d'autres partenaires qui sont prêts à venir, je veux dire, qui vont venir aider et qui cherchent à venir en Afrique. Qui notamment on a les Chinois, on a les Russes. Arabes, les Russes qui sont intéressés. Je veux dire, aujourd'hui, ça ne se dit pas où, mais le Sénégal est courtisé par tous ces grands groupes-là. J'en sais quelque chose. Donc il n'y a pas, à mon avis, et puis il y a d'autres organismes de levée de fonds. Il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure. D'accord. On n'a pas à s'inquiéter, c'est vrai. Mais maintenant, on peut être aussi certain qu'on ne peut pas se passer des énergies fossiles. Oui, moi je suis formel. Je veux dire, d'ici, on a encore des décennies encore. Devant nous. On ne pourra pas se passer des énergies fossiles. Parce que pour la bonne et simple raison, les Occidentaux sont en train de mettre la pression sur leurs scientifiques pour trouver une alternative à ces énergies fossiles. Mais pour l'instant, ils n'ont pas quelque chose... La transition écologique dont on parle, c'est ça. Oui, la transition écologique, on partage un point énergétique et écologique. Oui. Ça ne se fera pas facilement. Ça, je dis. Mais encore une fois, pour terminer, ce qu'ils ont, leur besoin en énergie est tellement énorme, surtout pour leurs industries, que les énergies dont on parle là, le solaire, l'énergie éolienne, ne pourront pas satisfaire cela.
Mais par contre, je dois signaler que la première partie, depuis quand on a parlé d'énergie renouvelable, la première énergie renouvelable, c'était l'énergie hydroélectrique. Et ça, c'est intéressant. On avait pensé qu'à cela. C'est récemment qu'on a commencé à parler d'énergie renouvelable avec le solaire et l'éolienne. Mais il faut signaler que au niveau de l'Occident, mais toutes les zones, je veux dire, qui étaient aptes à abriter des barrages hydroélectriques ont été dotés de barrages hydroélectriques. Actuellement, c'est saturé à ce niveau-là. Ils sont obligés de travailler dur pour arriver à satisfaire, comme je dis, leurs besoins avec les énergies renouvelables dont je viens de parler tout à l'heure. Alors, on passe donc d'un mode d'exploitation donc des énergies fossiles à un autre qui n'est pas encore en place, qui consiste peut-être à explorer la voie des énergies renouvelables. Ce que Adam a dit tout à l'heure, c'est peut-être une période de transition qui n'est pas encore opérante, puisque voilà, la voie n'est pas encore trouvée. Si bien que pourraient faire les pays qui détiennent encore des énergies fossiles, ne serait-ce que pour mettre sur le marché une énergie propre, moins polluante, qui répondrait sans doute au goût du marché et avec aussi peut-être maintenant les nouvelles considérations de l'économie mondiale. Oui, alors, moi, à mon avis, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de solutions. Actuellement, il y a une tendance qui est là, la tendance habitat. Je veux dire par rapport à l'utilisation de ces énergies, au remplacement de ces énergies fossiles. Et il y a aussi, comme je disais, les véhicules électriques qui sont déjà là, qu'on a commencé à... Ce serait une bonne tendance à mon avis pour cela. Les gros porteurs, les transports collectifs. Mais encore une fois, si nous travaillons tous ensemble, on pourra aller vers cette transition énergétique où tout le monde y retrouvera son compte. Les pays qui ont les énergies fossiles en ce moment-là peuvent allègrement aller investir vers le changement de ces choses-là. Mais je donne l'exemple du Sénégal, la Sénélec, qui actuellement, il y a le programme qui est en vogue en ce moment-là, c'est le gaz to power. Je ne sais pas si vous le savez, la Sénélec est prête à 50% pour fonctionner au gaz. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même important. Le gaz extrait de nos ressources. Voilà, on se prépare pour ce gaz-là venant du projet de GTA. C'est ça. Donc c'est ça, quoi. Pour avoir une idée de la façon dont peut-être les pays qui détiennent justement ces hydrocarbures peuvent s'organiser, ne serait-ce que pour peut-être envisager une riposte face à ces adversités qui se mettent un peu des pays occidentaux. Voilà. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas être facile de se tirer de cela. Oui. Mais ils peuvent s'organiser. Oui. Il faudrait, ce que j'ai dit tout à l'heure avec quelqu'un avec qui j'ai discuté, mais il faudrait que nous soyons, je veux dire, forts. Il faut que nous nous donnions la main. Il faudrait que nous acceptions, nous, de dire que nous avons un bien, nous avons un besoin, nous avons un bien, les populations en ont besoin. Si on se ligue, je veux dire, on parle d'une seule voix, nous, on peut aider, je veux dire, on peut s'organiser pour que les choses, qu'on reste fort. Malgré, comme j'ai dit tout à l'heure, les pays développés sont là, vont tout faire pour nous retenir. Mais c'est notre volonté, notre capacité, notre résilience à aller vers ce que nous voulons. Donc, voilà. Ok, vous avez même empiété sur la question suivante qui consiste à au moins imaginer un scénario de futur des hydrocarbures justement de notre pays ou bien de nos pays respectifs. Oui, comme on a dit tout à l'heure dans votre bureau, moi je dis qu'il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir pour moi avec les énergies fossiles. Parce que c'est sûr qu'il y aura encore, on aura besoin encore des dizaines d'années d'exploration, d'exploration de ces énergies fossiles. Moi, j'assure les Sénégalais, nous, on parle de 30 ans dans un premier temps, mais je vous signale qu'on a fait peut-être, on a un dixième de ce qu'on peut faire, qu'on a exploré et qu'on a trouvé. Donc, il y a un fossé devant nous, et donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Autrement dit, le pétrole appelle le pétrole. C'est-à-dire qu'il y a des ressources qui sont déjà découvertes, mais probablement il y en a d'autres qui sont encore inexplorées, et donc ça va s'enchaîner. Oui.
Tout à fait. Ça c'est c'est l'expérience dans pratiquement tous les pays. Là où on a découvert, on a fait des découvertes, mais ça s'enchaîne. C'est-à-dire au Sénégal, il y a de bonnes raisons d'espérer qu'on en aura encore d'autres qui vont suivre ces découvertes. Alors, vous revêtez aussi une autre casquette, parce que c'est également un naval pétrolier, mais on remarque quand même au Sénégal une certaine floraison de stations d'essence. Le secteur est-il organisé? Ah oui, je veux dire, bon, ça, je prends ma casquette de secrétaire général des pétroliers du Sénégal, donc dans la distribution, mais je ne vois pas dans le Sénégal-là un secteur aussi bien organisé que la distribution. Aujourd'hui, d'abord, pour être acteur, être un distributeur, il y a toute une documentation et il y a une commission qui s'est réunie composée d'au moins 6-7 ministères pour vous donner l'autorisation d'exploiter. Donc il y a des critères établis. Qui sont déjà établis. Et seconde chose, il n'y a pas un secteur, comme je disais, aujourd'hui, chaque goutte de pétrole qui rentre dans ce pays, on sait qui l'a amené, quand est-ce que c'est rentré dans ce pays, dans quel dépôt ça a été traité, qui est venu prendre ce pétrole, et où est-ce qu'il y a une traçabilité, parce qu'on est obligé de donner ces informations tous les lundis à la direction des hydrocarbures pour préparer les commandes et tout cela. Et donc par rapport à votre question, je ne sais pas, vous avez parlé de saturation, mais je vous dis non. Voyant ce qui se passe avec le volume de croissance des automobiles, des voitures, on est loin de satisfaire cela. Aujourd'hui, et la construction de points de vente ne suit pas. Moi, je vous dis, on a fait, je connais ma structure, je connais, je n'ai pas fait la ici. On a fait le plan pour 2022. Normalement, si ça ne tenait qu'à nous, on peut aujourd'hui mettre au moins 25 points de vente. Je veux dire, donc, on ne parle pas de saturation. Et ça, c'est moi. On est peut-être une trentaine de distributeurs. Donc, il y a encore de la matière. On ne peut pas parler de saturation au niveau de... Oui, mais les points de vente posent quand même souvent un problème à Mohamed. Parce que quand on regarde dans certains quartiers la proximité avec les stations d'essence, les questions de sécurité, puisque le produit vendu est un produit inflammable, et les Sénégalais sans doute ne sont pas très à cheval sur les critères de sécurité et autres. Les stations se rapprochent quand même un peu, et même des voisines des populations. Est-ce que ça n'est pas là un danger potentiel? Alors bon, pour la réglementation d'abord, je dis, je ne sais pas si vous parlez des distances entre stations, je ne sais pas si vous voulez en parler ou pas. Oui, bien sûr. Il y a une réglementation. Aujourd'hui, on ne peut pas, il y a une distance à respecter entre deux stations. Un peu comme entre les pharmacies. Oui, on ne peut plus maintenant faire des montées, installer des points de vente n'importe comment. C'est ça. Deuxième chose, la proximité avec les populations. Ça, je veux dire, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu ici au Sénégal qu'une station-service a pris feu? Je ne pense pas que vous avez entendu, ça remonte à combien? C'est pour vous dire que on est surveillé, on est contrôlé. L'environnement passe nous voir, la direction des hydrocarbures et les normes sont respectées dans les hydrocarbures. Aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Vous êtes au bas d'un immeuble, vous avez un point de vente et il y a un immeuble au-dessus. Ça ne pose pas de problème parce que les techniques, tout est maîtrisé pour que nous fassions notre métier sans problème. Et je veux dire, ça, moi, je reviens de la sous-région. Si vous voyez ce qui se passe là-bas, je pense qu'il y a de quoi être fier du Sénégal, sur le plan de la réglementation et sur le plan du fonctionnement des acteurs pétroliers au Sénégal. Alors parlons prix, puisque vous êtes toujours justement dans l'aval pétrolier. Les prix, on parle souvent peut-être d'une spéculation qui n'a pas sa raison d'être. On invoque souvent des raisons extérieures pour justifier peut-être la hausse des prix au plan national. Vous, pétrolier aval, avez-vous une explication sur la soudaine inflation des prix du pétrole? Oui, mais alors, j'ai envie de vous demander, mais de quelle inflation, de quelle hausse des prix du pétrole? Mais ça fait maintenant au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans que les prix n'ont pas bougé. Sont stabilisés. Et ça, il faut... ça, c'est remercier l'État pour cela. Il y a eu ça a bougé en moi, mais les prix restent les mêmes. Moi, je ne me rappelle plus. Il y a un moment où on avait ce problème-là, où chaque 4 semaines, toutes les 4 semaines, il y avait un changement de prix. Je pense là, si mes souvenirs sont exacts, je pense que ça fait au moins 5-6 ans que les prix n'ont pas bougé. Donc ça, vraiment, il faut tirer le chapeau à l'État du Sénégal qui a bien jugulé, qui a bien géré cette affaire-là. Vous avez participé au récent conseil présidentiel consacré justement
à la gestion des hydrocarbures et aux hypothèses de stock, disons des avoirs pour les générations à venir. Un chiffre est sorti, un chiffre presque magique quand on a parlé de 970 milliards ou bien 673 milliards qui pourraient être, qui pourraient résulter sans doute de ces hydrocarbures prochainement. C'est un peu l'Eldorado quoi chez nous. Oui, et ça, c'est, bon, je dirais, si je me trompe, j'y étais à ce conseil présidentiel qui parlait de la gestion de ces revenus, de l'affectation de ces revenus. C'est vrai, le budget du Sénégal va connaître une hausse provenant de ces hydrocarbures de 700 milliards. 700 milliards, c'est important. Oui, c'est important. Imaginez-vous avec 700 milliards, combien d'écoles, combien d'hôpitaux on pourra construire. Donc, et ça, je vous dis, c'est juste estimatif. Si on travaille bien, je pense qu'on pourra allègrement, facilement dépasser ces 100 milliards. Donc, moi, je dis, je rassure les Sénégalais. Nous avons un avenir radieux. Moi, je suis optimiste dans la vie de tous les jours. Nous avons un avenir radieux par rapport à ces produits, ces découvertes. Et il n'y a pas de... Croyons en nous-mêmes, évitons la désinformation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et on va bien s'en sortir, pourquoi pas. Ce qu'on est en train de voir est rassurant. Pour nous, acteurs du secteur, c'est rassurant. Très bien. Adama, retenons l'expression, l'avenir radieux, et c'est dit par un expert très sérieux. Par conséquent, nous pouvons voir l'avenir avec beaucoup de certitude. Merci beaucoup Mohamed. Je vous remercie Mamadou. Il est passé à des reprises. C'est un expert quand même très avisé des questions qui dépendent de sa compétence. Oui, merci beaucoup Mamadou Dia. Merci également à votre invité Mohamed Seck, directeur général de cette distribution. Il est 19h43, restez avec nous dans 2 minutes. Le bulletin d'information qui vous sera présenté par Aminata Ndong. La totale, ce sera dans une vingtaine de minutes pour la suite. À tout à l'heure. En cette période, l'année dernière, les activités culturelles étaient au point mort en raison de la crise sanitaire. Les spectacles étaient confinés, mais cette année, les activités culturelles reprennent, surtout en ce mois de décembre, la fin d'année. Donc, bonne nouvelle pour tous les artistes. Mais une menace plane encore une fois, et cette menace, c'est le nouveau variant Omicron. Le président de l'Association des métiers de la musique du Sénégal a échangé là-dessus avec nos reporters Boubacar Dia et Séléman Diallo. L'année 2021, une année morose pour beaucoup de musiciens sénégalais. À pareil moment, l'année dernière, beaucoup de concerts avaient été annulés au dernier moment. Un manque à gagner pour tous les acteurs de l'industrie du spectacle. Mais l'année 2020, disons que les activités ont commencé à reprendre vraiment à la fin de l'hivernage, à partir du mois d'octobre. Disons qu'on a eu réellement 3 mois d'activités intenses où tout le monde se met là, où tous les festivals battent le plein. Donc ça ne compense pas effectivement ce qui a été perdu, mais au moins ça donne de l'espoir que les choses peuvent commencer à avancer et qu'on peut se projeter dans l'avenir. Une reprise des affaires confirmée par les nombreux spectacles déjà organisés ou qui ne vont pas tarder à l'être. En ce moment, pratiquement tous les artistes ont commencé à reprendre. Ceux qui avaient l'habitude de travailler pendant le week-end ont repris régulièrement leurs activités. Ceux qui doivent travailler en général, parce que le mois qui reste le plus prolixe, c'est le mois de décembre, avec les fêtes de fin d'année. Voilà, la seule chose, c'est que vous tombez souvent sur des employeurs, je veux dire, c'est les diffusions qui vous disent est-ce qu'on ne peut pas revoir un peu au rabais le cachet, parce que ça a été difficile l'année dernière. Bon, voilà, c'est la seule fausse note qui peut arriver, mais au moins, on ne reste pas les bras croisés sans travailler. La seule fausse note dans cet élan de reprise, le nouveau variant Omicron. Mais nous sommes tous dans ce doute parce que c'est une maladie qui nous reste encore très capricieuse, très, comment on l'appelle, très insolite en fait. On ne sait pas exactement à quel moment on peut nous dire que les cas ont augmenté. Là on nous a parlé, c'est vrai qu'on est loin des chiffres qu'on nous avance au niveau de l'Europe par exemple. Mais on est tous très très inquiets
quand on nous parle des cas qui augmentent, même si c'est par dizaines, mais si chaque jour il y a une dizaine qui augmente, voilà, on dit aux gens, attention, halte, protégez-vous, même si c'est moins virulent, ça reste quand même quelque chose d'assez handicapant. Wally Seck, Youssou Ndour, Oumar Pène, presque toutes les grosses pointures de la musique sénégalaise reprennent du service. Tout de même, les acteurs demandent à leurs fans de respecter les gestes barrières. C'est le gage des spectacles garantis encore pour longtemps. Avec nous sur ce plateau Boubacar Dieng qui a réalisé ce sujet bouillon culture. Bonsoir Boubacar. Bonsoir. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, les activités ont repris pour les artistes et oui, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui s'activent dans le domaine. Oui, effectivement, puisque ce ne sont pas uniquement les artistes qui travaillent dans ce domaine, il y a ceux qui font les affiches publicitaires. Donc ces gens-là, avec la reprise de ces activités culturelles, surtout les concerts qui sont organisés durant ce mois de décembre, donc ils auront quelque chose à gagner là-dedans, puisque c'est quelque chose de payant. Mais aussi, il y a que ceux qui gèrent les infrastructures sportives, comme les stades et autres, donc vont gagner quelque chose avec ces reprises-là, puisque les stades ne sont pas gratuits, donc c'est quelque chose à louer. Et tout le commerce qui tourne autour de ces concerts-là, souvent quand vous allez dans un concert de Wally Seck, il y a des vendeuses qui sont là-bas, du café, du thé, voilà, tout le petit commerce qui tourne autour, en plus de ces artistes-là, donc c'est tout le monde qui gagne par rapport à cette reprise des activités. Oui, il y a aussi le public qui renoue avec le spectacle. Oui, il y a le public qui renoue avec le spectacle, mais comme l'a dit Daniel Gomez, donc dans la troisième partie de son intervention, par rapport au nouveau variant qui est venu au Sénégal, qui est arrivé au Sénégal il y a quelques semaines, donc c'est Omicron. Justement, par rapport à ça, il y a une certaine peur causée par ce variant. Il y a une peur, puisque actuellement, si vous l'avez remarqué, depuis 72 heures, donc il y a de plus en plus de cas de contamination au coronavirus. Donc c'était 35, 43, 47 et là nous sommes à 59 si je ne me trompe pas aujourd'hui. Donc c'est une remontada, si on peut le dire ainsi, donc du coronavirus. On n'espère pas. On ne l'espère pas, mais c'était à peu près la même chose avec la troisième vague. Quand le variant Delta était là, donc qui a fait des ravages au Sénégal. Donc nous espérons que ça ne sera pas le cas cette fois-ci, parce que si tel est le cas, comme la troisième vague, donc ça risque d'impacter encore une fois donc, les activités économiques du Sénégal, plus particulièrement les activités culturelles. Merci Boubacar Dieng. On parle de fête de fin d'année, pareil que le rouge est en vogue également. Oui. C'est pourquoi je me suis mis en rouge. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve dans une semaine pour notre sujet Bouillon Culture. Inch'Allah. Et on enchaîne avec Tranche de vie qui parle également de la fin d'année. Noël oblige, la tradition imposée aux parents des cadeaux pour les tout petits. Ces cadeaux qui sont le plus souvent des jouets vendus comme des bonbons chez les commerçants. Au moment où certains enfants choisissent leurs cadeaux, d'autres par contre, leur choix découle de leurs parents, c'est-à-dire que ce sont les parents qui choisissent. Voyons ce reportage signé Alun Sow et Seleman Diallo. Le vélo, une poupée, j'ai tango, je veux du tablette. Téléphone. Ce sont les jouets qu'aimeraient avoir ces enfants. En cette période de Noël, des parents offrent des cadeaux aux tout petits. Certains laissent les enfants choisir. Mon fils, j'ai offert pour cette année un puzzle, mais tandis que l'année passée, il avait une guitare. Par contre, d'autres les choisissent pour eux, juste pour les rendre heureux et les encourager à étudier. J'ai un fils de 4 ans que je suis venu voir. Il y a ma petite fille aussi de 7 ans. Je suis venu acheter des cadeaux, donc c'est normal, quoi. Histoire d'acheter des trucs juste pour leur faire plaisir, quoi. Donc vu qu'on est Noël, en plus, elles ont bien étudié et tout. Chez les commerçants, c'est le grand rush. Il y en a qui sont plus demandés que d'autres. Les poupées, les vélos et les puzzles sont les articles que nous vendons le plus. Ce sont donc les produits les plus choisis par les clients.
surtout les enfants. Noël est certes une fête religieuse, mais aussi l'occasion de faire plaisir aux enfants sur la période de fin d'année. Une tradition. L'aéroport international de Conakry porte désormais le nom du premier président Ahmed Sékou Touré, une décision qui, loin de faire l'unanimité, divise et suscite déjà de vives critiques adressées au président de la transition guinéenne. Ailleurs nous amène en Guinée et nous retrouvons Mamadou Matar-Souaré. Sur le toit de l'aéroport international de Conakry, un nom abrégé en 3 lettres, Ahmed Sékou Touré. Oui, c'est officiel, l'aéroport international de Conakry-Bessia porte le nom de l'ancien et premier président de la République de Guinée. Dans un décret lu à la télévision nationale le jeudi 16 décembre, le colonel Mamadi Doumbouya a renommé l'aéroport de Conakry, sa toute première décision qui, comment dire, divise. Certains Guinéens voient en Sékou Touré un héros, d'autres un tyran. Ce Guinéen, lui, voit plutôt le progressiste, un héros tiers-mondiste. Bon, moi, mon avis par rapport à ça, vraiment, moi, je suis très comblé de joie parce que Ahmed Sékou Touré, c'était l'un des grands hommes de l'Afrique, non? Et de notre pays aussi. Donc, si on lui donne ce nom-là, vraiment bon, c'est pour le honorer et pour le rendre immortel. Je crois que c'est un exemple, c'est comme l'aéroport de Askiamodo. Il faut prendre le Charles de Gaulle en France. Mais Sékou Touré, c'est aussi le triste bilan de 50 000 personnes disparues, pour certains morts au Camboiro, notent les organisations des droits humains. Donner le nom à l'aéroport international à Ahmed Sékou Touré, je crois que c'est quelque chose de politique. Bien sûr qu'il a fait des actes en faisant accéder le pays à l'indépendance, mais je crois qu'il y avait des héros plus que lui, comme Badiawadou, Almamissa Mori Touré et tant d'autres. C'est vraiment pas une bonne chose. Colonel Doumbouya doit revoir sa manière de faire pour faire un bon choix. Aujourd'hui, la junte au pouvoir apparemment inconditionnel du président Ahmed Sékou Touré souhaite à tout prix faire de lui un héros national, sauf qu'ils sont nombreux ces Guinéens pour lesquels le président Ahmed Sékou Touré est considéré comme étant un tyran. Et dans la dernière partie de la Totale dimanche, c'est Jean de Dieu Boukanga, journaliste créateur de contenu qui partage avec nous ses méthodes pour passer une bonne semaine. On le suit. Une bonne semaine, pour moi, ça se prépare avec un bon week-end déjà. Et un bon week-end, c'est bien se reposer, faire dodo, bien manger, passer de bons moments entre amis, en famille. Prier aussi, moi je suis catholique, donc les dimanches soirs je vais généralement à l'église. Et voilà, quand je réunis tous ces éléments, mon lundi il est généralement plein de bonne humeur et voilà, d'ondes positives. Et donc pour cette semaine, je vous souhaite le succès, je vous souhaite la santé, c'est la base. Je vous souhaite de bons moments entre amis, en collègues, en famille. Voilà. À tous les téléspectateurs chrétiens, je souhaite encore joyeux Noël et à tous, je souhaite une excellente entrée dans l'année 2022. Merci. Et voilà, c'est la fin de la Totale dimanche. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie, Oumar Khan, Babacar Ndiaye, Maudou Diouf et Abdoulaye Ndiaye. Bonne suite des programmes sur ITV. Je vous donne rendez-vous demain dans le 19h45. Bonne soirée à tous.